Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de CCTV pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, les bureaux de vote ont officiellement ouvert en Ouganda jeudi pour les élections présidentielles et parlementaires. Dans la capitale Kampala, la majorité des bureaux de vote n'avaient pas ouvert une heure après l'heure d'ouverture officielle prévue à 7 heures. Le scrutin a été retardé en raison de la livraison tardive du matériel de vote dans de nombreux endroits, en particulier dans la capitale. Le président Yoweri Museveni doit faire face à un rival solide dans la personne de Kizza Besigye. Ce dernier a désigné Museveni comme étant un dictateur et a déclaré aux journalistes cette semaine qu'il ne pensait pas que l'élection serait libre et juste. Plus de 15 millions de personnes sont inscrites pour voter. Les sondages montrent que Museveni devance ses opposants. Toutefois, les analystes s'attendent à ce que cette élection soit la plus difficile pour lui. La sécurité a été renforcée afin d'assurer le bon déroulement des élections présidentielles. Des milliers de policiers ont été déployés en amont de l'ouverture des bureaux de vote et se tiennent prêts à intervenir en cas de débordement. Ils sont omniprésents dans les rues de Kampala. Les policiers patrouillent les sites comportant des bureaux de vote à risque à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. En périphérie de la ville, ils se déplacent à moto. Ils ont pour consigne de ne laisser personne troubler ces élections. Nous sommes présents non seulement en uniforme, mais également en civil, afin de pouvoir neutraliser ceux qui tentent d'influencer des électeurs ou de les dissuader d'aller voter en les intimidant. Tout le monde sera capable d'exercer son droit et nous vous protégerons. Le pays a investi dans des véhicules anti-émeutes dotés d'équipements lacrymogènes. Des soldats rattachés à l'armée ont également été déployés. Des figures de l'opposition espèrent que les militaires protégeront tous les électeurs. Nous faisons appel à vous tous, frères et sœurs en uniforme, car votre pays a besoin de vous en ce moment crucial. Les Ougandais vont voter jeudi entre 7 et 16 heures et ils espèrent pouvoir le faire dans un environnement pacifique. Plus de 150 000 officiers veilleront à ce que ce soit effectivement le cas. Au Sénégal maintenant, les réactions se font entendre depuis que le président Macky Sall a renoncé à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel du pays n'a pas autorisé le président à réduire son mandat en cours. Sall a annoncé qu'il exercera la présidence de la République pendant 7 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Toutefois, dans un communiqué à la télévision Teta, il a annoncé qu'un référendum sur le projet de constitution et autres changements constitutionnels sera organisé en mars. La décision de Sall a provoqué des réactions mitigées à Dakar. Se fondant sur l'histoire constitutionnelle de notre pays et l'expérience d'autres États partageant la même tradition juridique, le Conseil constitutionnel considère que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, dont la durée préalablement fixée dans le temps est par essence intangible. Je pense que Macky Sall devrait respecter sa décision, vu qu'il avait fait une promesse. De ma part, je suis un peu déçu. Parce qu'il devrait plutôt respecter sa décision au lieu de se fier à la Conseil. Il n'a pas besoin d'aller en référendum. Une promesse, c'est une dette qu'on doit payer. Il nous avait promis 5 ans, donc hors question de changer cette décision. Nous, jeunesse, nous sommes contre cette décision. L'ex-vice-présidente du Zimbabwe, Joyce Mujuru, a officiellement inscrit son parti, People First, auprès de la commission électorale du pays. C'est en 2014 que Joyce Mujuru avait été exclue de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, et du gouvernement. Elle était alors accusée d'avoir tenté de destituer le président Robert Mugabe par des actions illégales. L'enregistrement du parti de Joyce Mujuru confirme les rumeurs persistantes depuis sa chute. People First pourrait attirer de nombreux partisans du parti de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au sein des structures de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, il y a des gens, et cela de la base jusqu'aux plus hautes instances, qui continuent d'apprécier Mujuru et qui ne sont pas satisfaits de la façon dont laquelle elle a été traitée et démise de ses fonctions.
Le commissaire de politique nationale de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique Savio Kasukuwere, a qualifié cet enregistrement de non-événement. Il a ajouté que plus de 100 autres partis s'étaient inscrits auprès de la commission et que le parti au pouvoir n'est pas inquiet par cette dernière inscription. Mais pour certains, il est clair que Joyce Mujuru pourrait bouleverser le paysage politique. Pour la première fois depuis 1980, nous avons une nationaliste forte, avec des références de libération incontestables, en rupture non seulement avec le parti au pouvoir, mais aussi avec les principaux nationalistes, avec des références incontestables, qui mettent maintenant au défi un groupe de révolutionnaires qui se trouve être le parti au pouvoir. Certains ont estimé que Joyce Mujuru pourrait s'allier à d'autres personnalités de l'opposition, à l'image du grand rival de Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai. Cela pourrait se traduire par une large coalition qui s'opposerait à l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique en 2018. Mais la direction de cette coalition devrait être disputée. Je pense que Morgan Tsvangirai se voit comme le prince de l'opposition en tant que figure qui s'attaque à Mugabe depuis 2000. Nous pourrions avoir une telle coalition, mais pas au sein des principaux partis d'opposition. Peut-être que les principaux partis pourraient fusionner avec d'autres plus petits. L'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, actuellement au pouvoir, est aujourd'hui en proie à des querelles internes qui, pour beaucoup, paralysent le gouvernement et anéantissent les efforts visant à redresser l'économie. L'opposition pourrait trouver un terrain d'entente autour de la mauvaise gestion économique de l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique et soumettre des contre-propositions. S'ils ont cette idée, j'imagine qu'ils la réaliseront ensemble. Mais s'ils commencent à se disputer leur part du gâteau, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique ne disparaîtra pas de cette façon. Quant au président Robert Mugabe et à l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique, ils chercheront à obtenir un nouveau mandat de 5 ans lors de l'élection qui aura lieu en 2018. Le groupe extrémiste Al-Shabaab représente toujours une grande menace pour la Somalie. Ces derniers mois, plusieurs attaques l'ont d'ailleurs rappelé. La dernière en date s'est produite à Afgoye où au moins 10 personnes ont perdu la vie. L'attaque perpétrée à Afgoye a été meurtrière. Des militants d'Al-Shabaab ont pris pour cible une position de l'armée et un poste de police. À l'issue de l'opération réalisée à minuit, on comptait au minimum 10 victimes. Pendant quelques instants, les hommes en armes ont investi cette riche ville agricole. Cependant, pour les autorités, le groupe terroriste s'est affaibli, et cela en dépit des attaques à l'encontre des intérêts somaliens et des bases de mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. La guerre contre Al-Shabaab se déroule sur 2 fronts. Nous avons gagné le combat militaire. Nous travaillons maintenant à la manière de changer l'idéologie extrémiste. Al-Shabaab utilise les jeunes. C'est la raison pour laquelle nous leur accordons même l'amnistie. Nous voulons qu'ils cessent de combattre et qu'ils épousent le processus de paix somalien. En un an, les militants affiliés à Al-Qaïda ont pris pour cible 3 bases de la MISOM. Chacune de ces attaques a été perpétrée de nuit, infligeant de lourds dommages à la force multinationale. Mais la récente attaque d'Afgoye indique que les forces somaliennes ne sont pas préparées à assurer la sécurité nationale du pays. Un des défis qu'il leur reste à surmonter réside dans le manque d'entraînement adéquat et leurs besoins en armement. Quant à l'efficacité de la MISOM, elle est également remise en question. La mission a en effet abandonné 10 villes en moins d'1 an. Elle cherche à attirer les jeunes contraints de rejoindre le groupe. Al-Shabaab est une organisation terroriste. Sa force est relativement faible. La seule façon qu'elle a de créer la panique au sein de la population est d'utiliser des explosions et des poseurs de bombes kamikazes. En tant que gouvernement, nous pensons que nous avons gagné cette bataille. La seule arme dont ils disposent maintenant, ce sont les explosions. C'est pourquoi il leur est plus facile d'attaquer après avoir posé les bombes. Ici, les experts affirment que l'offensive contre Al-Shabaab doit débuter. Par cette action, les experts estiment que l'attention d'Al-Shabaab pourrait être détournée et que le groupe extrémiste ne sera plus capable de réaliser des attaques mortelles. Ainsi, le pays sera à même d'assurer en septembre les élections parlementaires et présidentielles dans un environnement sécuritaire. Au Zimbabwe, la Banque centrale a été louée pour ses efforts afin de mettre un terme à la fuite de capitaux hors du pays via toute une palette de moyens illicites. Dans sa déclaration de politique monétaire au début du mois, le gouverneur de la Banque centrale, le Dr John Mangudia, a annoncé tout un arsenal de mesures qui limiteront les mouvements de fonds offshore.
À travers le non-paiement de gains à l'exportation, des investissements étrangers non approuvés, l'évasion fiscale et la contrebande, on estime que des individus et des compagnies ont siphonné illégalement plus de 1,8 milliard de dollars hors du pays en 2015. Ces fuites ont causé une hémorragie de la fragile économie et baissé les réserves de devises étrangères à l'équivalent de moins d'un mois d'exportation à partir du mois de décembre dernier. La Banque centrale a à présent institué des contrôles plus stricts. Une approbation est requise pour tous les retraits supérieurs à 10 000 dollars. Les paiements offshore des compagnies requerront une approbation et ne pourront dépasser 3% du revenu. Toutes les transactions douteuses devront être rapportées. Et les banques devront observer des règles plus strictes d'identification des clients. De moindres sorties d'argent renforceront les liquidités et donneront au gouvernement davantage d'espace fiscal et l'aideront dans ses efforts de régler les obligations de sa dette cette année. Ce sont de bonnes mesures, mais elles doivent être mises en œuvre pour qu'elles aient de la valeur. Parce que si nous n'avons pas de mécanisme sérieux de mise en œuvre, alors nous aurons des problèmes. Non seulement pour pénaliser les institutions financières, mais il doit aussi y avoir une mise en œuvre de la part des autres branches du gouvernement pour maîtriser les compagnies qui font cela. Mais d'autres observateurs disent que les contrôles d'échange pourraient aller à l'encontre de la formation du capital. Donc si je veux retirer 10 000 dollars, cela doit être approuvé. Donc ce que je fais, c'est que je ne mets pas l'argent à la banque, parce que je ne veux pas que la banque de réserve se mêle de mes affaires. Les gens d'affaires sont inventifs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'argent. Donc ils trouveront toujours des moyens de s'assurer de mettre leur argent à l'étranger. Cet analyste ajoute que la Banque centrale pourrait puiser dans la diaspora, estimée à environ 3 millions de personnes, afin d'introduire la permutation des actifs comme solution alternative. Une solution qui a été adoptée en Afrique du Sud est la permutation des actifs, où les gens qui veulent mettre de l'argent offshore obtiennent une autorisation fiscale. Vous vous assurez donc qu'ils paient leurs impôts, puis permutent leurs actifs avec des gens qui ont de l'argent à l'extérieur. Donc si quelqu'un veut apporter de l'argent dans le pays et que je veux sortir mon argent, nous nous associons et dès lors, l'argent reste dans le pays et nous limitons le flux. En dernière instance, les analystes d'ici disent que le Zimbabwe doit continuer sur sa voie pour améliorer le climat des investissements et le profil de risque du pays, ce qui encouragera les gens qui ont fait de l'argent à le garder ici et à en apporter plus. L'UNICEF a organisé une réunion à Johannesburg sur la menace exercée par le phénomène El Niño sur les enfants de l'Afrique du Sud et de l'Est. L'UNICEF annonce que plus de 24 millions d'enfants font face à une insécurité alimentaire dans la région, avec une forte augmentation de la malnutrition. L'UNICEF a publié son dernier rapport sur l'impact d'El Niño sur les enfants de la région. Des chiffres terribles qui montrent que près d'1 million d'enfants ont besoin de traitement ou souffrent de grave malnutrition dans le sud et l'est de l'Afrique. Beaucoup ont faim, manquent d'eau et souffrent de maladies. L'UNICEF a reçu des fonds pour faire face à la crise, mais ce n'est encore pas assez. Il va falloir nous concentrer sur la nourriture d'eau pour faire en sorte que toutes les ressources soient accessibles pour traiter la malnutrition, la nourriture spécialisée, les médicaments et pour assurer que les écoles disposent d'eau et de nourriture. L'UNICEF a dépensé 15% des 155 millions de dollars. Malheureusement, l'argent dont nous avons besoin va augmenter cette année en raison des sécheresses qui commencent et qui compliquent les choses. Il nous faut plus pour répondre aux besoins. 2 années de sécheresse et de pluies mal distribuées, combinées avec le phénomène El Niño le plus puissant depuis 50 ans, ont beaucoup touché les enfants les plus vulnérables. Rien qu'en Éthiopie, 435 000 enfants exigent un traitement pour malnutrition et un grand nombre de gens ont besoin d'une aide alimentaire qui devrait passer de 10 à 18 millions d'ici à la fin de 2016. Et la situation au Malawi est tout aussi préoccupante. Si on regarde les chiffres de l'an dernier, ils ont doublé en termes d'admission à l'aide avec un peu plus de 4 500 enfants, ce qui représente le double des chiffres de l'an dernier. La situation n'est pas bonne et nous essayons de mobiliser les communautés et les gouvernements pour garantir que les mères et les pères puissent assurer le traitement de leurs enfants. La situation devrait encore empirer avant que les choses ne s'améliorent. Les familles font face à des défis en raison de la sécheresse, de la hausse des prix de la nourriture
et de nombreux foyers vulnérables ne mangent pas à leur faim tous les jours. En Tanzanie, on assiste à une explosion du nombre d'élèves dans les écoles primaires et secondaires depuis que le gouvernement a implanté une politique de gratuité scolaire. Une mesure qui plaît aux parents, mais qui représente un grand défi pour les enseignants et pour le système d'éducation en général. Dans les salles de classe de la plus grande ville de Tanzanie, il ne manque pas d'élèves. Il y a ici 60 élèves et l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux. Le nombre d'inscriptions a monté en flèche depuis que le président a implanté une politique de gratuité scolaire dans le pays. Pour les écoles, il s'agit d'un défi énorme qui n'a pas été vu depuis des années. Pour obtenir une bonne éducation, nous devons augmenter le nombre d'enseignants, mais aussi améliorer les infrastructures. C'est un défi pour les classes, les bureaux, le matériel didactique, les livres, etc. Mais je pense que tout sera prêt à temps. Dans le passé, les élèves devaient amener leurs propres livres et les parents devaient contribuer. Mais maintenant, il n'y a plus d'autres frais de scolarité dans les écoles publiques et même les écoles privées peuvent devenir moins chères. Les changements du président Magufuli pourraient avoir un impact profond sur une génération entière d'enfants tanzaniens. Des milliers d'enfants supplémentaires arrivent dans les écoles publiques et les écoles privées comme celle-ci. Mais le défi pour toutes ces écoles est de s'assurer qu'ils peuvent maintenir la qualité de l'enseignement. Les élèves de cette école privée sont si bien entraînés qu'ils peuvent eux-mêmes se transmettre les différentes leçons. Et le personnel enseignant croit que plus d'enfants viendront ici. Alors les écoles publiques sentent une certaine pression. Cette année, j'ai reçu plus de 40 nouveaux venus de l'école publique, ce qui nous laisse croire que ce que nous faisons est bon. Et c'est pourquoi les gens veulent s'inscrire dans nos écoles. Donc nous espérons que les écoles privées continueront ici à offrir de bons services. Pour les élèves, l'éducation demeure sacrée, peu importe où se trouve l'école. Les gens qui sont pauvres, les enfants qui sont pauvres, ils veulent vraiment aller à l'école, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Grâce à la gratuité scolaire, la plupart de ces enfants peuvent maintenant aller à l'école. L'éducation est une bonne chose. Si vous voulez devenir une bonne personne, une bonne éducation va permettre de devenir quelqu'un de bien. C'est quelque chose de bien. Le président a fait une promesse qui s'est avérée très populaire. Mais le vrai test, ce n'est pas seulement de remplir les classes d'élèves, c'est plutôt de leur enseigner quelque chose une fois qu'ils seront là. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'améliorations dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs cherchent de nouveaux moyens pour améliorer le rendement. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un forage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Les chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Ils leur donnent aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour.
Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kilos, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kilos de fourrage par jour. Peter Matengay vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs. Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherche à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur CCTV Français.